Alors bonjour à toutes et à tous. Nous vous accueillons donc aujourd'hui dans le cadre du webinaire Une heure pour comprendre le journalisme au cœur des catastrophes et du changement climatique aujourd'hui. On va vous laisser le temps d'arriver progressivement. Vous êtes aujourd'hui 140 inscrits à peu près pour ce webinaire. Bonjour à vous. Vous avez le chat pour communiquer entre vous ou pour communiquer avec nous aussi. Donc, certains d'entre vous ont peut-être déjà suivi notre cycle de webinaires dédié aux risques majeurs en 2023. Nous sommes heureux de démarrer un nouveau cycle en 2024 avec vous. Et nous accueillons donc ce soir Anne-Sophie Neuvel qui nous a fait l'honneur de lancer ce premier webinaire de l'année. Avant de lui laisser la parole, j'en profite pour présenter notre association. L'AFPCNT, donc Association française de prévention des catastrophes naturelles et technologiques. Pour ceux qui ne nous connaissent peut-être pas encore, l'AFPCNT œuvre en faveur du développement de la culture du risque et de la résilience des territoires. Dans le cadre de la montée en compétence des acteurs, nous avons lancé ce cycle de webinaires gratuits d'1 heure par semaine à peu près, en fin de journée afin d'éclairer sur un sujet particulier lié aux risques majeurs. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer des sujets aussi variés que la résilience alimentaire en fin d'année 2023, la culture du risque et la sécurité civile, le recul du trait de côte. Voilà, énormément de sujets qui ont été abordés et qui ont fait l'objet d'une adhésion du grand public puisque vous avez été très nombreux à les suivre. Vous pourrez retrouver les supports de présentation à l'issue du webinaire. Ils vous seront envoyés automatiquement sur votre boîte mail. Et donc, tous les liens vous seront envoyés. Tout au long de ce webinaire, nous vous inviterons à poser vos questions dans le chat. Et ainsi, à la fin de l'intervention d'Anne-Sophie, nous pourrons échanger librement et elle pourra y répondre. N'hésitez donc pas à poser vos questions. Que nous partagerons donc à l'issue des 40 minutes de présentation d'Anne-Sophie. On va vous laisser encore quelques minutes peut-être pour vous loguer. Et je vais aussi vous demander de faire attention à bien couper vos micros parce que dans le cadre de cette édition, en fait, vous aurez la parole en fin de webinaire et vous pourrez réactiver vos micros à l'issue de la présentation d'Anne-Sophie. Merci beaucoup. Anne-Sophie, si tu le souhaites, tu peux peut-être commencer à te présenter. Oui, bonsoir à toutes et tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Voilà, donc je vous ai fait une petite slide pour expliquer un peu mon parcours. Je suis économiste de formation. Je fais une thèse sur l'économie du terrorisme et c'est au cours de mon parcours universitaire que j'ai commencé à m'intéresser aux questions de justice sociale, de place des pays pauvres dans le système commercial et financier mondial.
Et j'ai réalisé donc il y a une vingtaine d'années que voilà, on avait une approche de l'économie qui ne prenait pas vraiment en compte la question des ressources et limites planétaires. Donc j'ai commencé à questionner un peu tout ça et à partager voilà une revue de presse et des réflexions voilà qui m'intéressaient sur cette question, m'intéressaient aussi aux alternatives et il y a d'autres types de modèles économiques. Et ce qui fait qu'une fois ma thèse soutenue, j'ai décidé d'embrasser une carrière de journaliste. J'ai toujours voulu être journaliste, mais je m'étais dit que j'y viendrais un petit peu plus tard. Or, pour moi, l'urgence est telle que voilà, il fallait pas attendre et je voulais consacrer ma carrière à ces enjeux. Donc, ça m'a amené à travailler donc en freelance, comme on dit, en indépendante, essentiellement en presse écrite, mais pas seulement, parce que j'ai fait un peu de radio et j'ai aussi travaillé en télé en tant que rédactrice en chef d'émission pour Public Sénat ou France TV. Donc, j'ai travaillé pour des grandes rédactions comme Le Monde, L'Express, Le 1, France TV donc, mais aussi des plus petites, plus spécialisées dans des médias, on va dire, indépendants. Et j'ai même fait du traitement médiatique de l'écologie, du coup, un sujet d'enquête que j'ai commencé en 2014 parce que je ne comprenais pas pourquoi il était si compliqué de parler d'écologie dans les médias. Et donc, en 2014, j'ai commencé à interroger des confrères et consoeurs qui avaient des parcours un peu différents du mien, c'est-à-dire des personnes ayant fait des écoles, travaillant dans des médias très installés et étant salariés de ces médias. Je voulais voir s'ils avaient le même type de difficultés que moi. Et en fait, cette enquête m'a amenée à décortiquer le système informationnel. Je me suis rendu compte que pour apporter des réponses à ma question de départ, il fallait que j'aille en fait explorer l'ensemble des tenants et aboutissants de la fabrique informationnelle. Et cette enquête a débouché sur un film, Les médias, le monde et moi, qui est passé à la télé en Belgique et en Suisse, mais pas en France. On a eu enfin voilà, c'est compliqué dans la presse française et notamment à la télé française de faire un film sur les médias. On estime que ça fera pas d'audience, que ça intéresse pas les gens. Et le film a été suivi d'un ouvrage qui s'appelle Les médias, le monde et nous, qui est un gros pavé de 400 pages dans lequel je complète le propos du film avec tout ce que je pense voilà de notre rapport en tant que consommateur à l'information, mais aussi de tout ce qui se passe quand on est producteur d'informations, des conditions de travail, avant de poser voilà ma vision des choses sur la manière dont on devrait s'emparer de ces questions d'écologie pour aussi changer la posture journalistique et le rapport de confiance que les gens peuvent avoir dans notre profession, tout en ouvrant d'autres perspectives. Je me suis pas arrêtée là parce que en sortant de cette enquête, j'avais encore plus de questions que de réponses, si bien que j'ai créé des outils pédagogiques. On a fait une série de films pour l'INA, une série de 6 films qui s'appelle Média, la grande réinvention. Et depuis, voilà, c'est un travail au long cours parce que ça fait 10 ans cette année que j'ai commencé à me mettre dessus. Et en fait, j'enseigne dans plusieurs écoles de journalisme, notamment à Lille, à Bordeaux et un peu à Paris. Et j'ai aussi porté avec d'autres confrères et consoeurs en 2022 la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique qui a été signée aujourd'hui par 2000 professionnels de l'information et 250 organisations, écoles, rédactions, syndicats, voilà, qui s'engagent à suivre une charte pour mieux traiter ces enjeux. Voilà, donc j'ai plein de casquettes, y compris associatives, au sein des journalistes et écrivains pour la nature et l'écologie, au sein d'Informer n'est pas un délit. Et je suis autrice aussi du coup de plusieurs ouvrages sur différents sujets. Donc je continue à travailler en indépendante. J'ai le luxe de pouvoir choisir les projets qui m'intéressent. Voilà, donc ce soir, je suis là pour vous parler de la manière dont on aborde ces questions d'écologie, de changement climatique, et vous expliquer un petit peu ce qui a changé ces dernières années.
Je continue? C'est ça, oui. Un grand merci, Anne-Sophie, pour ta présentation. En fait, c'est vrai que le lien entre le journalisme et le changement climatique, on commence aujourd'hui à le percevoir plus dans l'information au quotidien telle qu'on peut la recevoir. Maintenant, le lien entre changement climatique et la prévention des risques tels que nous, on l'entend, gestionnaire des risques majeurs, catastrophes naturelles, catastrophes technologiques, c'était aussi l'occasion, à travers ton intervention aujourd'hui, de pouvoir faire le lien entre cette urgence écologique qui, pour nous, est aussi une urgence de mobiliser la population pour qu'elle puisse être sensibilisée plus largement. Ouais, c'est ça. On a un rôle indéniable, et vous verrez, je vous ai mis une slide qui rappelle ce que dit le GIEC au sujet du rôle des médias et des réseaux sociaux. Donc moi, j'en suis convaincue depuis toujours, parce que je pense que l'information est à la base de la compréhension et de l'action. Et ma quête, une des quêtes que j'ai dans ma carrière, c'est d'arriver à bien exprimer les choses, à faire comprendre et à surtout donner des moyens d'agir. Ça, c'est vraiment ce qui structure ma démarche, on va dire, journalistique. Et ce qui explique là que aussi depuis un peu plus d'1 an maintenant, j'ai formé énormément de confrères et consoeurs dans différentes rédactions en France. J'ai dû former 350 journalistes depuis 1 an. Donc, les choses bougent depuis 2 ans. Un grand merci à toi pour ta présence et on est très heureux de te recevoir ici ce soir au nom de la FPCNT en tant que journaliste militante qui a un message d'information important à faire passer. Alors, le côté militant, je rebondis dessus parce que c'est quelque chose qu'on attribue tout le temps aux journalistes qui traitent des questions d'écologie. Je ne sais pas si on est militant. On essaye justement de faire une information factuelle, mais ces faits-là posent encore problème. Et on n'est pas les seuls, parce qu'il y a plein de scientifiques, notamment Christophe Cassou, qui est climatologue, qui a récemment pu se faire agresser, recevoir des courriers ou des menaces de mort à son domicile, juste parce qu'il essaye d'expliquer la situation à laquelle on est confronté. Voilà, je pense que personne n'est militant, ou tout le monde est militant en fait. Oui, c'est en référence au journaliste bisounours ou militant dont on va parler tout à l'heure. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui arrive très fréquemment et qui empêche certains jeunes d'aller embrasser ce journalisme-là. Et en même temps, souvent on le prend comme un reproche. Peut-être qu'on devrait changer justement par rapport à ça. Je pense qu'en effet, aujourd'hui, la situation nous oblige à vraiment asseoir ça. Donc, si je milite pour quelque chose, c'est vraiment militer pour que l'on comprenne que l'écologie n'est pas une affaire d'opinion, mais bien plutôt de faits réels qui vont s'imposer à nous de manière de plus en plus dure. Je milite pour que ma profession adopte une vision transversale et que les journalistes soient des journalistes économiques, politiques ou sportifs, qu'ils intègrent dans leur grille de questionnement du monde et de ce qui se passe ces enjeux-là. Et ça, pour moi, c'est vraiment ça le plus important aujourd'hui. Donc, si vous voulez, je peux continuer. Oui, on peut passer à la présentation. Alors, voilà. Si tout le monde est là. Ça va arriver en cours, en fait, mais là, on est déjà un bon nombre. Ouais. D'accord, ok. Alors, du coup, je vous ai mis ici... alors, ça doit être... je sais pas ce qui s'affiche. Oui. Est-ce que tout le monde ici se souvient du film Don't Look Up qui est sorti en décembre 2021 sur Netflix avec notamment Leonardo DiCaprio où une comète est détectée par 2 scientifiques qui viennent alerter les médias et la présidente d'un danger imminent d'extermination de la planète. En fait, ce film-là a été diffusé par Netflix au moment où le GIEC venait de publier son 6e rapport. Et à ce moment-là, peu de temps avant, il y avait encore eu une actualité qui était venue
empêcher la bonne médiatisation de ce rapport. Et cette actualité, c'était l'arrivée de Lionel Messi au PSG. Je me souviens de précédents rapports du GIEC. En 2014, c'était la même chose. On avait ces soucis dans l'actualité de conflits, mais surtout, on se rend compte qu'à chaque fois, les rapports du GIEC n'arrivent pas à percer par rapport à d'autres choses, on va dire plus futiles ou moins importantes concernant l'avenir de nos sociétés. Et de la même manière, on a aujourd'hui une façon de quantifier la manière dont le climat est abordé par les médias. Je vous laisse deviner, je ne sais pas si c'est possible que vous preniez la parole, mais par exemple, à votre avis, quel est le pourcentage de débat, la question écologique, comment a-t-elle occupé le terrain lors de la dernière présidentielle en France en 2022? Est-ce que vous le savez? Alors normalement, je pense que vous pouvez prendre la parole en activant vos micros. Sinon, dans le chat, on a 5%, 0, 4%. Bon voilà, ça vole pas très haut en fait. Et c'est déjà des chiffres timides mais certains. 10%. Ah là, on t'entend plus Anne-Sophie, tu as coupé ton micro, je pense. Ah, le micro. Attendez. Donc 6%, 2% et on a un ne se prononce pas. Alors, je vous ai mis une slide de Inclusif pour l'affaire du siècle. Qui donc avait suivi, c'était l'affaire du siècle, c'est donc 4 ONG qui ont justement mis en place un baromètre durant la campagne présidentielle. Et voilà, ça vous donne un petit aperçu. On a eu des pics au moment des marches climat au mois de mars. Et ensuite, voilà, il y a eu une émission sur TF1 qui avait quand même fait le job, mais pour le reste, ça restait quand même assez faible. France TV, on peut indiquer quelques chiffres parce qu'on a l'écran est assez petit. Ah bon, ça paraît pas bien? Bah, on a du mal à lire les chiffres. Peut-être si tu peux en donner quelques-uns. C'est bizarre que ça n'apparaisse pas. S'il te plaît. Est-ce que si j'agrandis, ça... Non. Normalement, vous devriez l'avoir en grand. On l'a, mais peut-être juste quelques chiffres. Voilà, là, c'est mieux, ouais. Ouais, c'est bien mieux. En fait, merci beaucoup. Juste, d'accord, je me rends compte qu'en fait, il s'adapte à... J'avais diminué ma fenêtre. Merci. Voilà, donc là, vous devriez mieux le voir. Ce que je vous dis, c'est en mars, il y a une marche climat, donc forcément, c'est un moment où on va relayer la chose. Après, il y a eu l'émission de TF1 qui en parlait bien. France TV, on avait parlé un petit peu, mais en abordant ces questions uniquement sous l'angle énergétique et en gros, êtes-vous pour ou contre le nucléaire? Alors, je résume un gros trait, hein. Mais ça allait pas beaucoup plus loin. Et voilà, donc c'était assez insatisfaisant. De la même manière, bon, là je vous ai parlé de Messi, donc ça c'était en août 2021. L'arrivée de Lionel Messi au PSG occulte complètement la sortie du premier rapport du premier volet du 6e rapport du GIEC. Et voilà. Et sur la COP 15 sur la biodiversité qui a lieu en décembre 2022 à Montréal, là cette fois-ci, je vous laisse deviner. Ce qui, en décembre 2022, c'était la Coupe du Monde de foot au Qatar, qui, comme par hasard, voilà. Alors, des fois, on me dit, ils sont pas malins, ils devraient choisir une autre date de publication de leur rapport, mais en l'occurrence, je suis pas sûre que ce soit ça le vrai problème. Le conflit d'agenda, c'est plutôt à nous de savoir mettre des priorités. Je vous ai mis ici un petit nounours. Voilà, c'est ce que tu disais, Virginie, c'est qu'en effet, dans les rédactions, traditionnellement, quand on traite de ces sujets, c'est ce que je vous disais, on est soit vu comme des militants, soit vu comme des gentils bisounours, quand on essaie, par exemple, de parler d'initiatives, de personnes qui essayent de faire les choses autrement. Je pense qu'en réalité, la construction de l'écologie politique à travers le temps s'est faite au moment voilà, où on est en train de développer la société de consommation de masse avec un confort matériel et un monde de publicité qui était aussi
à l'origine du financement de certains médias, qui n'a pas rendu possible le développement de ces propos. Comment faire de la publicité pour des belles voitures tout en expliquant que la voiture pollue. C'est très compliqué. Au-delà de ça, pendant très longtemps, l'effet scientifique était encore, on va dire, en débat. Il n'y avait pas vraiment de consensus sur la réalité du changement climatique. Donc, on a eu aussi beaucoup de débats avec des scientifiques qui travaillaient sur ces sujets, des climatologues et des climato-sceptiques. Et puis, les faits restaient encore lointains et anxiogènes. Donc, ça rendait la chose compliquée. Qui plus est, ça a été documenté depuis, il y a également eu une propagande. Naomi Oreskes, l'historienne des sciences, comme Christophe Bonneuil en France, ont bien montré que et Total et Exxon savaient très bien quelle allait être la concentration de particules par million dans l'atmosphère aujourd'hui en 2024. Tout cela a été très étudié et pourtant, ils ont caché ces faits et ces informations de manière à ce qu'on ne soit pas correctement informé. Ils ont même payé des scientifiques pour aller dire l'inverse. Donc, on était aussi dans ce contexte où tout a été fait pour ne pas permettre à ce sujet d'éclore convenablement. Qui plus est, au-delà de cette fabrique de l'ignorance, on a eu aussi des accusations d'être toujours dans une information très anxiogène, voilà, qui fait peur, qui fait pas d'audience, et donc du coup, voilà, on a eu tout un faisceau de difficultés à aborder ces sujets-là. Le plus problématique étant, à mes yeux, que quand bien même on en parlait, soit on s'est focalisé sur les causes du changement climatique, soit on s'est focalisé sur les conséquences, donc les fameuses catastrophes dont on parlera tout à l'heure, soit uniquement sur les héros de la planète ou les initiatives pour s'en sortir, mais sans jamais faire le lien entre ces trois dimensions. Ce qui fait qu'on a en fait tout simplement dépolitisé ce sujet. Attendez, excusez-moi 2 secondes parce que Nicolas, je suis en visio en fait devant 140 personnes. Donc voilà, c'est un petit peu le souci qu'on a rencontré. Je vous ai mis ici des statistiques voilà, qui concernent l'évolution que l'on a aujourd'hui d'observer. Donc on a des chiffres voilà, qui datent depuis le début des années 2000, mais là c'est une slide qui date de 2010. Donc vous voyez, là, c'est PQR, c'est la presse quotidienne régionale. PQN, c'est la presse quotidienne nationale. C'est des chiffres qui ont été faits par la cellule prospective de France TV et qui montrent à quel point ça reste encore très faible. Là, j'ai d'autres statistiques toujours qui concernent donc la PQR de manière plus détaillée. Donc, Sud-Ouest, par exemple, ça reste également très faible, même si ce sont eux qui étaient positionnés à l'époque en tête. On voit que ça progresse quand même un petit peu. Là, concernant la radio, ça vous donne un autre aperçu, sachant que Europe 1, qui est en rouge, en effet, avait une quotidienne le midi, à l'époque avec Maxime Switek qui a disparu, et donc on voit bien que c'était cette émission-là qui portait leur couverture sur ces questions. Et ici, voilà, ce sont des statistiques qui ont été élaborées donc toujours par la Revue des médias cette fois-ci, et on voit bien que France Inter, à partir de 2018-2019, donc je vous rappelle, 2018, c'est les premiers étés caniculaires, la démission de Nicolas Hulot en direct dans une matinale de grande écoute, donc sur France Inter, et aussi les marches pour le climat, Greta Thunberg, voilà. Et ça a commencé à quand même cogiter dans certaines rédactions et à se dire qu'il y avait des choses à faire. Je vous ai mis aussi là, c'était une étude de Reporters d'Espoir qui date de 2020, qui montrait que mis bout à bout, en fonction de ce qu'on a pu étudier, les chaînes d'infos en continu ne proposaient que 2% de sujets parlant du climat, et dans les JT de 20h sur TF1, c'était 1% des sujets qui évoquent le climat. Voilà. Et là, je vous ai mis des chiffres aussi sur ça. Ce sont oui, la progression dans les JT.
Et donc, on le voit bien aussi sur ces chiffres de l'INA. Il y a quand même une évolution. Alors voilà, on voit bien le pic. 2009-2010, c'était Copenhague. Copenhague, on sait que ça s'est soldé par une sorte d'échec quand même. Donc c'est retombé et c'est remonté après en 2015 quand il y a eu la COP 21 à Paris. Avant de retomber un peu. Et voilà, là, je peux vous dire qu'il y a un baromètre qui va être créé prochainement, normalement en septembre, par un collectif d'associations qui suivent désormais ces sujets et par l'ADEME, qui permettront d'avoir un suivi quotidien de la couverture médiatique sur ces questions, avec un corpus de mots-clés plus détaillé. Parce qu'en fait, ce qui pose problème souvent, c'est que ce suivi ont des critères qui, à mon avis, montrent toujours des chiffres qui sont un peu en deçà de la réalité. Et quand bien même ils seraient plus exacts, on resterait quand même sur une faible proportion de couverture. Les derniers chiffres dont on dispose, ils ont été publiés en octobre 2023 par Tagaday. Voilà. Mais là, pour le coup, ils ont pris une masse énorme de journaux et de médias et on manque de détails. Voilà, donc je vous l'ai mis comme ça. Ça vous donne quelques chiffres parce qu'on en a quelques-uns, mais sachez que c'est un suivi qui a besoin d'être affiné et que on aura à partir de septembre un suivi beaucoup plus large. Cela dit, quand on parle de responsabilité climatique des médias, on s'en réfère à 3 dimensions. Il y a celle du contenu éditorial, il y a ce qui concerne l'entreprise de presse en tant que telle et l'empreinte écologique de ses activités, et enfin le modèle économique. Donc moi, j'interviens essentiellement sur tout ce qui est contenu éditorial. Sachant que le GIEC, dans son dernier rapport, le 6e rapport, a énormément insisté sur le rôle justement des réseaux sociaux et des médias et de l'impact significatif qu'ils peuvent avoir pour faire progresser la conscience climatique et la légitimité des actions engagées. Voilà, et ils disent, ils cadrent et transmettent des informations sur le changement climatique. Ils ont un rôle crucial dans la perception qu'en a le public, sa compréhension et sa volonté d'agir. Voilà, et ils épinglent aussi cette norme journalistique de l'objectivité, notamment parce que l'objectivité a fait que pendant longtemps, les journalistes ont invité des scientifiques qui représentaient, et désormais c'est documenté, le consensus scientifique face à des climato-sceptiques. Donc ça a pu poser problème, et donc le GIEC dit que ce n'est plus possible de pratiquer ainsi l'objectivité journalistique. Ce qui fait souvent débattre d'ailleurs dans les rédactions, mais voilà, je crois aujourd'hui qu'il faut qu'on assume qu'il y a toujours un choix derrière ce qu'on montre. Dans le contexte plus récent, en fait, je vous ai montré le film Don't Look Up, mais ce film a quand même provoqué quelque chose dans des communautés de personnes convaincues et suivant ces sujets, c'est-à-dire que ça a engendré à l'international et en France des mouvements citoyens qui en sont venus à non pas critiquer les médias pour ce qu'ils ne faisaient pas, mais à les interpeller pour leur demander de faire plus, ce qui pour moi est complètement inédit. Quand j'ai fait mon enquête, il y avait 0 collectif citoyen s'emparant de ces sujets-là. Il y a beaucoup de critiques des médias en France, très radicales, et à raison, il y a plein de choses à dire, mais personne n'allait interpeller plus que ça les journalistes pour leur dire qu'en fait, ils faisaient pas bien leur travail. Et donc voilà, je vous ai mis... Ici, j'ai listé pas mal de mouvements citoyens qui se sont mobilisés là-dessus. Donc, il y a eu XR qui avait fait une opération qui s'appelait Au cœur de l'info devant les bureaux de France TV. Ensuite, on a eu donc le fameux baromètre que je vous montrais. Et puis, des collectifs comme Climat, Média, Ecota Climat ou Protect Our Winter qui s'étaient mobilisés sur la PQR, mais qui sont 3 collectifs de citoyens qui, tous les jours, regardent les JT, scrutent l'information sur les réseaux sociaux, ils distribuent un peu les bons, les mauvais points. Et surtout, Quota Climat a initié tout un travail avec un groupe parlementaire transpartisan à l'Assemblée nationale pour essayer justement d'imposer des règles différentes, notamment par le biais de l'ARCOM, afin qu'il y ait une couverture plus à la hauteur des enjeux.
Donc ça, c'est un contexte qui reste relativement neuf, hein, parce qu'il date d'il y a 2 ans à peine. Et je peux vous assurer que dans les rédactions, il y en a que ça vexe complètement, mais il y en a qui trouvent ça bien parce que ça les pousse à mieux faire. En termes de rapports intéressants que je peux vous conseiller, il y a ce support, la Médias et climat, changement, crise ou catastrophe, qui avait été publié par la cellule prospective de France Info, voilà, dans laquelle Wolfgang Bloch est un journaliste à qui suit ces questions, disait véritablement il faut avoir une grille de lecture transversale, ne pas continuer à fonctionner en silo, à mettre l'écologie dans une rubrique type page planète ou autre, mais bien comprendre que ça interpelle toute notre façon de travailler. Et là-dessus, la profession a beau être en train de changer, il y a encore du boulot. Alors, pour vous détailler un petit peu plus justement ces changements qui arrivent, je vous ai mis quelques exemples. Parmi les journaux pionniers, il y a le Guardian. Le Guardian vraiment fait partie de ceux à l'international qui ont vraiment compris qu'il pouvait avoir un rôle. Donc ça a été impulsé avec Alan Rusbridger en 2015. Avant qu'il ne parte à la retraite et qu'il passe le bébé à sa disciple Catherine Wiener, qui est la rédactrice en chef actuelle du journal. Ils avaient fait toute une campagne pour le désinvestissement fossile et ils ont lancé toute une série de mesures. Donc en 2020, le Climate Pledge, c'est-à-dire un engagement du journal qui dit voilà, nous, quand on regarde les faits, on a bien compris qu'il allait se passer ça, ça, ça. Ben, au regard de ces menaces, nous devons de vous informer différemment. Ils ont fait la même chose récemment pour la biodiversité. Ils ont transformé leur entreprise de manière à ce qu'elle soit certifiée B Corp et ils ont aussi beaucoup travaillé sur les mots utilisés, la sémantique, les images. Et ils ont des séries qui pour moi font partie des meilleures que l'on peut trouver sur le sujet. En France, on a aussi des évolutions vertueuses. Donc voilà, je vous ai mis quelques exemples. Traditionnellement, France TV aussi une association qui s'appelle EcoProd qui suit les engagements des boîtes de prod. Le Monde aussi a depuis très longtemps des pages planètes. Ces équipes, notamment au service vidéo, ont mis en place Plan B. Donc ça c'est plutôt des bonnes initiatives. Uzbek Erika aussi à sa manière a fait quelques petites choses. Les Échos juste avant le confinement a lancé tout un plan RSE, bilan carbone et sur son contenu ils sont en train de travailler sur la création d'un média dédié. Et puis, à partir de septembre 2022, on a eu toute une vague de chartes. Donc, les premiers à la sortir, il y a eu Radio France, sous l'impulsion de Vincent Giré, qui a sorti la charte Le Tournant, avec l'ambition de former toute sa rédaction, de proposer des séminaires et des outils en interne, de progresser dans la couverture de ces sujets. Après, on a eu la charte dont je vous parlais, donc à laquelle j'ai collaboré avec l'idée de proposer une boussole pour la profession, un cap à garder en tête pour mieux traiter ces questions. Donc ça a quand même fait beaucoup parler et on a pas mal de journalistes, qu'ils les signaient ou pas, qui du coup nous ont dit ça m'a demandé de vérifier que j'étais bien sur tous ces sujets. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Ensuite, on a eu la même chose en janvier 2023, c'est Sud-Ouest qui a lancé Déclic. Donc là, c'est pareil, un engagement, une nouvelle rubrique. Ils ont été très touchés par les incendies et donc du coup ils ont lancé l'ensemble de ces engagements. Donc je vous ai mis là, voilà, il y a des engagements structurels et puis au niveau éditorial, ils demandent surtout ça reste voilà de mettre en avant des initiatives citoyennes.
On a également des engagements pour l'environnement au niveau des entreprises de presse de manière plus large. Donc ça, c'est important. On a Ouest France qui s'est lancé dans une charte aussi en 2023, en février 2023. Et Le Monde en avril 2023 qui a décidé aussi de publier sa propre charte. Donc je vous ai mis ça, de toute façon vous aurez les slides, on pourrait regarder. Et plus récemment, c'est le groupe Altis en septembre qui a sorti sa charte éditoriale. Et La Montagne, en octobre 2023, a lancé Premier Degré. Donc là aussi, des engagements éditoriaux. Donc La Montagne, c'est un journal du groupe Centre France. Voilà, je ne sais pas si je vais trop vite, mais... Non, c'est bon, on est dans les temps. Parfait. Comment opèrent les journalistes pendant les moments de crise et les événements extrêmes? Traditionnellement, c'est en train de changer. Regardez tout ce que je vous ai dit, mais ils viennent, ils constatent, ils montrent les dégâts, les victimes, et souvent on ne faisait pas le lien avec les causes plus profondes des bouleversements climatiques. Donc là, quand on les forme, nous, on leur explique que c'est important de faire le lien entre un événement qualifié de catastrophe naturelle, sachant que certains commencent même à questionner, et ça sera à vous de me dire comment vous voyez ce sujet, mais la catastrophe qualifiée de naturelle, quand elle est liée aux activités humaines, on peut même s'interroger sur la nature de ce terme. Voilà, et donc là, nous, on leur recommande de se référer au guide de l'attribution, pour que quand ils sont face à un événement extrême, ils puissent mesurer la probabilité que ce soit lié au bouleversement climatique en cours. Ça paraît un peu évident, mais c'était pas le cas auparavant. Dans les choses à saluer qui ont été lancées l'an dernier, il y a quand même ce bulletin météo-climat qui a été co-créé avec des climatologues comme Christophe Cassou et une journaliste comme Audrey Cerdan, avec l'idée de dire, on confond souvent météo et climat, et ben là, on va proposer un bulletin météo qui va aussi parler de climat et qui indique le degré de réchauffement, avec cette idée de montrer, là on voit les warming stripes, de montrer à quel point chaque centième de degré compte, et de laisser la possibilité au public de poser des questions et d'obtenir des réponses de la part de scientifiques et spécialistes de la question. Et ça marche bien, c'est-à-dire qu'il y a une vraie audience. Ils avaient peur de perdre du monde et en fait, pas du tout. Dans les outils qu'on peut utiliser, il y a aussi la méthode climaméteur que vous connaissez sans doute, mais qui permet, face à une situation d'inondation, de canicule, de voir à quel point cet événement est soit unique, soit lié au changement climatique. On peut aussi leur proposer d'aller regarder l'index Climate Shift, qui permet de voir à quel point le changement climatique rend plus probable des événements d'intempéries. Sachant que on invite aussi les journalistes à mieux traiter de ces enjeux. Là, je vais pas vous mettre la vidéo qui est associée à cette slide, mais trop souvent, et en l'occurrence c'est le cas sur ce reportage, on a une chaleur inédite à l'automne dernier. On a un reportage qui s'ouvre sur les gens qui se baignent en Vendée, qui disent « Ah, il fait chaud, donc je me baigne, je fais la plage, je me baigne, je fais la plage. » Ensuite, ils vont voir qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont à Toulouse, ils montrent une place très minérale où la mairie a installé une ombrière. Donc, on voit des gens qui cherchent la fraîcheur à cet endroit-là. Et le reportage se termine sur une exploitation viticole où le vigneron montre que ses grains de raisin sont menacés, etc. Mais à aucun moment, même pas dans le lancement du reportage, on explique le lien avec les bouleversements climatiques. Et ça, voilà, malgré les chartes, malgré les formations, il y a encore des loupés.
même si la couverture quand même a quand même énormément changé à France TV. Enfin, moi, je trouve qu'ils ont ça n'a rien à voir avec ce qui se passait avant, parce que l'actualité nous y oblige, mais aussi parce que ils sont plus vigilants et que ça infuse dans les équipes. Mais on a encore ce type de raté. Donc ça, je peux vous assurer que quand on débriefe en formation, ça les fait bien cogiter. Donc je pense que ça va, on verra de moins en moins ce type d'erreur à mes yeux. Quand on traite ces sujets, voilà, bon, France Info a un site que je trouve très bien fait pour suivre l'actualité. C'est un site gratuit, très pédago. Ils ont des journalistes qui ont fait le master climat média, donc c'est un master où les journalistes sont formés par tous les plus grands climatologues de France, et donc du coup on est sûr que la formation qu'ils reçoivent, scientifiquement parlant, est très bonne, et du coup voilà, sur leur site ça se ressent. Ils ont vraiment un suivi très détaillé de ces enjeux. Ils ont mis en place des outils bien spécifiques. Ils ont des longs formats qui leur prennent à chaque fois 2-3 mois de travail pour suivre certains sujets. Donc c'est une bonne source d'information sur ces questions. Voilà. Et dans les autres outils qu'on propose, il y a aussi là Climadiag, Territoire au futur, Copernicus, Climat Central, qui sont autant d'outils qu'ils peuvent prendre pour suivre et faire des projections. Au-delà de ces outils, moi je les forme aussi. Alors tout le monde ne fait pas ça dans les formateurs, mais moi c'est important. Je les forme aussi au discours de l'inaction climatique. Donc là, le schéma que vous avez sous les yeux, cette caricature, est en fait un résumé illustré d'un papier de recherche de l'université de Cambridge, publié en 2020. Qui détaille l'ensemble des discours auxquels on peut être confronté quand on traite, quand on est sur ces sujets-là, à commencer par c'est pas à nous d'agir, c'est aux Chinois, aux Indiens, ah mais si on fait ça, ça va pénaliser les plus pauvres, enfin voilà, tout ce qu'on peut connaître, au moins on s'en sortira, on aura des technologies, ou alors c'est complètement trop tard, il y a rien à faire. Enfin voilà, tous ces discours en fait sont documentés. Il est important pour moi de dire aux journalistes, en fait, vos interlocuteurs sont jamais à l'abri, enfin, vous êtes jamais à l'abri qu'ils puissent vous sortir ce genre de choses. Donc, à vous de savoir les détecter et de savoir y répondre. Donc, voilà, à chaque fois, je leur donne quelques illustrations et je leur dis, quand on vous dit ça, c'est pas exact, c'est faux, voilà. On aborde aussi les questions de technique du déni scientifique. Voilà, je vous ai détaillé ici. C'est John Cook, c'est un scientifique australien qui est spécialiste de la communication autour du climat, qui travaille beaucoup sur le déni climatique. Et donc, voilà, il a détaillé comme ça les différentes approches utilisées par les négateurs du consensus scientifique. Donc, c'est important aussi pour les journalistes de savoir identifier quand on est face à quelqu'un qui va prendre, qui va faire du cherry picking, qui va prendre, je sais pas moi, il fait beau aujourd'hui, Pascal Praud est très fort pour ça. Il fait beau aujourd'hui, on a bon dos de nous parler de changement climatique ou les propos complotistes, etc. Et enfin, dans les obstacles, je leur parle aussi, bien sûr, du greenwashing. Donc là, c'est Perle de Greenwashing qui a résumé le guide du greenwashing réalisé par l'ADEME, mais c'est important pour nous de leur montrer qu'il y a aussi des discours qui sont travaillés de toutes pièces, notamment par le monde économique, alors que c'est sanctionné. Donc voilà. Et certains journalistes ne savent pas de quoi il s'agit et ne savent pas que c'est sanctionné et ne comprennent pas pourquoi ça pose problème. Donc là-dessus, il y a aussi du travail. Voilà, donc quel rôle lors des catastrophes? Les journalistes sont là. Enfin, il y a différents types de traitements lors d'une catastrophe. Le premier traitement, c'est d'aller sur le terrain, voir ce qui se passe, avoir des témoins, expliquer voilà où on en est de la situation. Donc ça, c'est la couverture en temps réel, comme on peut l'avoir sur les chaînes d'infos en continu. Bien entendu, ça, c'est ce qu'on a comme information à chaud. Ensuite, il est important de prendre le temps de revenir sur ces catastrophes. Et donc là, il y a deux approches. Il y a, on va faire du reportage en long cours, mais il y a le journalisme d'investigation qui va essayer de reposer
les éléments qui expliquent qu'on en soit arrivé là. Mais on n'en a pas beaucoup en fait sur ces sujets-là, mais je vais vous expliquer dans 2 secondes pourquoi je pense que ça peut être intéressant. Et il y a le journalisme dit de solution ou d'adaptation qui peut, une fois qu'on a bien couvert le problème et la catastrophe, et ben expliquer la manière dont les gens se sont organisés et ce qu'on peut faire pour ne pas que ça se reproduise une prochaine fois. En ce sens, moi, me suis formée aux ateliers de l'adaptation qui sont proposés par une ancienne journaliste, Juliette Nouel. J'imagine que vous connaissez parfaitement ce qu'elle raconte sur la notion de risque, voilà, qu'elle décortique selon les conseils de Magali Regueza. Voilà, un risque, c'est un enjeu avec un aléa, une exposition, une vulnérabilité et un impact. Et donc, le risque disparaît à partir du moment où une de ces dimensions n'a plus lieu d'être. Voilà. Et j'explique aux journalistes que ces ateliers d'adaptation sont faits pour que les collectivités, les entreprises considèrent un élément qui a de la valeur et agissent en conséquence pour trouver des solutions et éviter que le risque n'ait un impact. Et ben, j'explique aux journalistes que eux, ils arrivent pas tant là au niveau de l'enjeu et de ce qui a de la valeur, ils arrivent eux sur la case impact. Et donc du coup, leur rôle, c'est de constater ce qui s'est passé quand il y a eu l'impact, mais aussi quand on va aller chercher un peu les causes, d'aller questionner pourquoi il y avait une vulnérabilité, pourquoi il y a eu exposition, pourquoi il y a eu aléa. Et donc tout notre travail aujourd'hui est vraiment de faire ces liens. Donc j'ai pas eu le temps depuis cet été où je me suis formée avec Juliette de mettre au point un outil spécifique aux journalistes, mais leur présenter les choses comme ça, c'est une façon pour moi de les aider à décortiquer l'ensemble des questions qu'ils peuvent poser. Et ils peuvent aussi de la même manière questionner les réponses apportées par une collectivité. Donc, est-ce que si je fais cette digue, je suis dans une adaptation ou une maladaptation? Et donc ça, c'est aussi ce à quoi on les invite, à leur dire, bon, bah voilà, on peut s'adapter, il faut atténuer, mais dans les solutions qui sont développées, tout n'est pas forcément adapté. Pourquoi, etc., etc. Donc moi, c'est aujourd'hui la manière dont j'apporte ces questions avec eux, mais c'est un work in progress. Sachant qu'à la télé, souvent c'est voilà, il y a une catastrophe naturelle, on va couvrir ce qui s'est passé. On les invite vraiment de plus en plus à aller plus loin pour expliquer au public ce qui se passe. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les approches que l'on développe. Merci beaucoup Anne-Sophie, c'était très complet. Donc on a quelques questions dans le chat surtout. Ta présentation nous a permis vraiment d'avoir un beau panorama de ce qui est à l'heure actuelle utilisé aussi bien au niveau des outils, les chartes, qu'au niveau de la formation et aussi la prise de conscience progressive en fait de la profession sur le sujet. On a une question, constatation-question de Pauline qui nous dit récemment le reportage de France 2 juste après le JT du midi par Laurent Delahousse a traité des inondations dans le nord de la France avec la répétition des inondations. Si le reportage était très intéressant car il évoquait la problématique des assurances, du relogement, il n'a pas du tout traité de la cause et du fait que peut-être il nous faut changer en profondeur notre façon d'habiter. On avait l'impression d'une impasse. Et de plus, aucune interview n'a été donnée auprès des pouvoirs publics, des syndicats compétents, comme s'ils ne faisaient rien. Donc la question est la suivante, ne faudrait-il pas créer des passerelles entre les journalistes et les techniciens œuvrant dans les collectivités et les syndicats pour compléter leur tour du sujet? Devons-nous, donc Pauline indique qu'elle travaille dans une collectivité, devons-nous entrer en contact avec le monde du journalisme pour expliquer nos missions? Oui, moi je vous invite à le faire. Déjà, hein, comme je vous disais, les journalistes, comme tout le monde en fait, hein, personne dans la société, à part les jeunes aujourd'hui et encore, n'a été formé
ces enjeux climat. Là où ça pose problème, c'est que nous, journalistes, on devrait être curieux de tout ça et la profession s'en est pas vraiment emparée. Maintenant, les écoles de journalisme font une mise à niveau, etc. Mais dans les rédactions actuelles, c'est tout le travail qu'on fait depuis un an de former à tour de bras des journalistes en poste, des rédacteurs en chef. Delahousse n'a pas été formé encore, ça va pas tarder. Voilà. Donc déjà, quand on les forme, on les informe sur les enjeux, les ordres de grandeur, les éléments clés à avoir en tête, et ensuite on leur explique comment traiter ça, tout simplement. Voilà. Après, on leur montre des perspectives, mais ça peut être bien, en effet, de leur trouver un format qui leur permettrait de comprendre ce qu'on fait au niveau des collectivités. Je les invite à chaque fois à aller voir ce que font les agences régionales qui étudient le changement climatique. Mais il faut aussi qu'ils travaillent, eux, qu'ils fassent de la veille, qu'ils aient le temps de se documenter, etc. Et dans les rédactions qui travaillent au quotidien, par manque de temps, c'est quelque chose qui manque. Donc, ça serait une bonne idée d'arriver à leur proposer ça. Ou alors, si vous avez des ressources, vous pouvez me les faire passer. Je peux donner ces ressources-là pour qu'ils aillent plus loin. Mais ça reste en effet des éléments, à mon avis, qui n'ont pas le temps de traiter quand ils arrivent à chaud sur un espace. Et quand ils ont plus de temps comme ça, dans le 13h15, je crois, le week-end, ouais, un reportage complet devrait donner la parole aux collectivités publiques, aux personnes qui gèrent ces sujets, chercher du contradictoire aussi. Enfin, voilà. Il faut que ce soit équilibré. Ouais, merci pour ta réponse. C'est vrai que sur ce thème du changement climatique, on constate aussi que le plus gros du message, on va dire, porte sur peut-être l'adaptation avec la sobriété, tous les bons comportements qui vont avec, pour sensibiliser, voilà, ne serait-ce qu'au sujet du dérèglement du changement climatique, aux bonnes conduites, on va dire peut-être à son adaptation personnelle au niveau des économies, de la sobriété à avoir, mais peu, en tout cas au niveau de ce qui relève de l'information préventive et qui est un droit en France, l'information préventive, qui est axée sur la communication des informations au niveau de son territoire ou au niveau national, sur l'exposition aux risques naturels ou l'exposition aux risques technologiques, par exemple. Voilà. Et ça, c'est un droit pour le citoyen qui peut-être aussi ferait écho à une information en amont des catastrophes dans le cadre de la sensibilisation de la population et du lien avec la profession. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait un thème sur lequel on peut se rapprocher par la suite pour envisager que ces éléments-là soient transmis peut-être dans le cadre des formations qui sont réalisées comme partie prenante du thème du changement climatique, en fait. Oui, complètement. C'est une bonne idée. On a aussi une autre question sur les formations que vous dispensez, donc que tu dispenses, Anne-Sophie, aux journalistes. Est-ce qu'elles ne devraient pas faire partie des formations initiales des journalistes, ou est-ce que ça tend à le devenir progressivement en France? En fait, les journalistes aujourd'hui, quand ils arrivent dans les écoles, souvent ils ont la majorité eu un cursus avant, donc une licence, voire un master. Donc c'est à ce niveau-là, c'est à ce niveau-là, au niveau de la fac, au niveau des grandes écoles, de mieux former ces troupes, quel que soit le métier qu'ils occupent après. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines écoles, notamment l'ESJ ou l'IJBA,
qui, en tronc commun, vont proposer entre 1 jour et demi et 4 jours de cours sur ces sujets. Et après, il est possible de prendre des spécialités, mais toutes les écoles ne proposent pas la spécialité, et puis c'est quelque chose qui est encore un peu mouvant. Mais voilà, ceux qui passent dans ces écoles ont la possibilité, enfin, ont des cours qui les sensibilisent et qui leur donnent des billes. Mais on va pas non plus, on n'a pas le temps d'aller dans un degré de détail énorme. Donc après, notre métier de journaliste, c'est d'approfondir les sujets, quel que soit ce qu'on fait. Mais voilà. Donc moi, en fait, c'est bien avant l'école de journalisme qu'il faut former les jeunes. Ça, Jean Jouzel, il l'a dit dans son rapport pour la ministre de l'Éducation nationale qu'on avait avant. Et voilà, il y a des organisations étudiantes comme Pour un réveil écologique ou le RESES qui aujourd'hui font un travail important pour justement que les jeunes soient mieux formés au cours de leur cursus. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que les spécialisations de journalistes sont aussi en lien avec cette audience, peut-être qui serait en fait, la question, c'est n'est-ce pas l'audience qui est en cause dans le manque de couverture climatique, quelque part? Et est-ce que du coup, elle n'a pas un lien avec les vocations des journalistes ou de leur spécialisation? Bah, traditionnellement, c'est une grande généralité, mais dans le métier, ce qui est le plus noble, c'est de faire du journalisme de guerre, reporter à l'international et suivre tout ce qui est politique ou géopolitique. Ça, c'est quand on est journaliste, c'est le must. Bon, moi, je trouve qu'un bon journaliste politique aujourd'hui serait un journaliste qui arriverait à poser les bonnes questions à nos dirigeants, notamment quand ils nous mettent en danger. Mais ça, il y a encore des choses un peu à déconstruire dans tout ça. Voilà, l'essentiel étant ce que je vous disais, c'est d'avoir de la transversalité, qu'ils comprennent que toutes nos sociétés vont être impactées, que ça n'a pas de frontières et que ben voilà, il y a des responsabilités partagées et que ça doit faire partie de toutes les interviews, de tout ce qu'on va scruter en fait au quotidien. Voilà, donc je sais pas si ça répond à la. Si, complètement, ouais. Mais pour moi, c'est ça l'enjeu, ouais. Il y a aussi une autre question concernant les différentes chartes que tu as évoquées. Ouais, je sais pas si. Au niveau de ces chartes, est-ce que sont intégrés donc les catastrophes, les risques naturels, les risques technologiques, ou comment est-ce qu'on aborde les catastrophes ou les moments où on intervient en tant que journaliste pendant la crise, en fait? Non, ces chartes, c'est des chartes qui encadrent l'exercice du métier. Ça ne rentre pas dans le détail méthodologique. Voilà. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'on est en train de travailler avec plusieurs collègues. C'est que moi, je leur ai dit, bon, bah, c'est super, on a fait la charte, maintenant on forme beaucoup de journalistes, mais une fois qu'ils reviennent dans leur rédaction au quotidien, ils sont pris par la rapidité, ils n'ont pas forcément toujours le temps d'aller lire tous les ouvrages sur le sujet, de trouver le meilleur spécialiste. Il faut savoir que nos conditions de travail se sont vraiment dégradées. Donc, c'est comme dans le monde hospitalier ou dans l'éducation nationale. On a moins de moyens pour faire plus, quoi. Et du coup, ça n'excuse pas les mauvais traitements médiatiques, mais ça peut expliquer qu'il y ait des ratés. Voilà. Et donc, pourquoi je disais ça? Donc, les chartes ne donnent pas la méthodologie. Dans ce qu'on est en train de travailler avec les collègues, ça va être justement par sujet. Moi, je rêve d'avoir par sujet, par type de sujet, des pistes pour qu'ils trouvent l'information plus rapidement et que ça soit un peu l'outil clé en main. Donc, on est en train d'y travailler et de proposer à l'ADEME qui nous accompagne pour pouvoir, nous, journalistes, proposer aux confrères et consoeurs des outils pertinents en fonction de leurs besoins et de leurs usages. C'est ça, oui. Parce que comme tu l'indiquais tout à l'heure, quand on est dans l'info à chaud, par exemple, quand on voit le traitement médiatique à l'heure actuelle, c'est vrai qu'un journaliste qui arrive sur les lieux d'une inondation, par exemple, il
il va être sur de l'événementiel entre guillemets, c'est-à-dire qu'il arrive sur un lieu qui est dévasté en proie à une inondation ou autre, avec des personnes qui sont sinistrées, auxquelles il donne la parole ou pas. Mais quelque part, il pourrait, et le potentiel du journaliste aussi, c'est qu'il pourrait potentiellement aussi être celui qui va transmettre des bonnes conduites qui sont celles de trouver refuge, de se mettre en sûreté, etc. quoi. Du lien peut-être au service de secours, des bonnes pratiques en gros en cas de catastrophe. Et ça pourrait être le rôle aussi du journaliste quelque part dans cette information préventive et de gestion de l'événement. Ah oui, ça c'est de l'information servicielle, hein. Enfin, je veux dire, certains le font, mais on va pas le faire tout le temps. Donc ça peut apparaître aussi dans des pages données par les médias pour faire de l'information de service public. C'est possible d'agir de cette manière. Et généralement, c'est comme ça que ça se fait. Ou alors, en cas de catastrophe annoncée, les journalistes vont expliquer aux gens comment faire. Voilà. Après, il y a des rédactions qui vont aller un petit peu plus loin. Je pense par exemple à Nice Matin, quand il y a eu la catastrophe dans la vallée de la Roya. Nice Matin a traditionnellement, depuis quelques années, fait attention à retisser les liens avec ses abonnés et ils ont mis en place toute une chaîne de solidarité. Et moi, c'est ce en quoi je crois. C'est la création de médias un peu médiateurs qui permettent à cet endroit-là de remplir un service d'utilité publique. C'est ça, c'est tout à fait intéressant, comme la mobilisation de Sud-Ouest suite aux incendies de 2022, qui prouve qu'à un moment, il y a une prise de conscience et un souhait, quelque part, une volonté réelle de répondre à un besoin qui s'est manifesté à un moment, là en l'occurrence lors des feux de forêt. Peut-être une dernière question. Donc on a une question de Nathalie qui nous demande comment les autres pays transmettent-ils les informations sur le climat? Chacun est-il auto-centré sur ce qui se passe chez lui ou est-ce qu'il communique sur ce qui se passe ailleurs? Et est-ce qu'il y a une façon autre de communiquer sur le climat dans ces pays-là? Je crois pas qu'il y ait les bonnes pratiques. Je sais pas où on les trouve, hein, si ce n'est le Guardian que je vous ai montré, mais qui est aussi entouré de tabloïds à l'anglaise, qui quand il y a une vague de chaleur met des nanas en bikini en mode heatwave, super, on va pouvoir se baigner. Donc non, ça c'est pas un bon exemple. Je crois que sur tout ce qui est catastrophe, événement extrême, je crois qu'il faut aller voir du côté américain parce qu'ils ont quand même un territoire qui est immense, qui est ultra menacé. Et traditionnellement, ils ont intégré, ils ont créé, en plus, certains grands journaux américains ont étoffé les équipes en charge du suivi de la météo, par exemple. Parce qu'ils se rendent compte que ça va être un vrai sujet et qu'il faut justement monter en puissance dans l'information donnée aux gens. Je connais pas du tout ce qui se passe en Asie. Enfin, j'ai eu des journalistes coréens, Corée du Sud. Je n'ai pas échangé avec des journalistes chinois ou indiens. Tout ce que je sais, c'est que là-bas, ils informent aussi sur tout ce qui est pollution de l'air, par exemple. Mais c'est des contextes où l'information, vous le savez, est quand même largement contrainte par des dimensions politiques, on va dire. Et donc c'est moins libre. Donc on n'a pas les mêmes possibilités d'innover non plus. Quant au milieu africain, je sais pas trop ce qu'il en est, mais ils ont d'autres difficultés aussi en fonction des régimes, pour informer convenablement, mais ils ont sans doute des chaînes d'échange et de solidarité un peu différents, beaucoup plus par la radio, par exemple. Donc ce sont des contextes culturels qui en fait sont assez déterminants dans tout ça. Très bien. Bon, mais Anne-Sophie, un grand merci à toi pour ce webinaire. Je pense qu'on peut remercier donc les personnes qui étaient présentes. Oui, envoyez-moi les questions, ça m'intéresse. Si vous en avez d'autres, surtout, n'hésitez pas à me les envoyer. Ouais, si vous imaginez des choses,
voilà, n'hésitez pas à me les suggérer parce que vraiment profitez du fait que On va pas hésiter à te transmettre. Il y avait d'autres questions dans le chat ou au niveau des participants. On va te les transmettre. Et vraiment. puis, le message qu'on peut faire passer peut-être pour la fin, c'est celui de t'inviter à toi et d'inviter les journalistes qui le souhaitent à collaborer avec nous pour qu'on se mobilise. Il y a annuellement une grande édition, une grande mobilisation annuelle en France qui s'appelle la Journée nationale de la résilience. Ça fait écho à la Journée internationale de la réduction des risques de catastrophe des Nations Unies. Ça fait 2 ans que le gouvernement a mis cela en place de manière officielle pour justement mobiliser l'ensemble des parties prenantes françaises, toute la population sur cette question. Et c'est peut-être aussi l'occasion pour les journalistes et pour les médias de se mobiliser en parlant aussi de la prévention des catastrophes, de comment se préparer tous ensemble pour mieux absorber les moments de crise. Voilà. Et mieux s'en relever aussi. Ouais. Bah, on se tient au courant. Bon, un grand merci Anne-Sophie, un grand merci à vous toutes et tous dans le public. Et puis à très bientôt. Donc prochain webinaire sur le risque sismique avec Paul Quistin la semaine prochaine. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.